Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Allez, on démarre. Bienvenue sur ce nouveau format, le format des interviews. Donc il y aura 4 parties. Et il y aura la partie présentation de la personne pendant 2-3 minutes. La partie où elle parlera de son activité pendant une dizaine de minutes. Et après, une partie où il y aura des questions sur son activité et une autre sur les solutions locales et bien sûr la conclusion. Et la première personne interviewée, c'est Caroline Henry. Je vais vous présenter Caroline Henry. Du coup, elle est coach spécialiste dans le bien-être et aussi coach somatique. Nous arrivons au moment de l'interview. Bonjour à tous, merci Julien de m'inviter sur ton podcast. Donc je suis Caroline Henry. Alors mon parcours en quelques mots, donc moi j'ai été consultante pendant plusieurs années dans le secteur informatique et plus précisément plutôt dans le milieu industriel. Que ce soit à Paris ou après dans le sud de la France. Et petit à petit, il y a 3 ans, j'ai commencé à me reconvertir. Déjà parce qu'à titre personnel, j'ai été coachée et j'ai adoré ce format d'accompagnement. Donc je me suis formée au coaching. J'ai commencé ensuite à accompagner des personnes très spécifiquement autour du coaching et de techniques comme la PNL, etc. Et petit à petit, j'ai voulu ajouter d'autres casquettes, comme tu dis, notamment la casquette de la thérapie et plus précisément de la thérapie somatique. Ça veut dire quoi, somatique? C'est le soin par le corps. Pourquoi? Parce que des fois, on a des blocages dans notre vie, des peurs, des craintes, etc., qu'on n'arrive pas forcément à expliquer verbalement, mais on peut le ressentir et le guérir via le corps. Et c'est ça, moi, qui me fascinait, c'était de combiner à la fois des accompagnements plus type coaching, mais aussi des accompagnements un peu plus somatiques, finalement, via le corps, que aujourd'hui dans nos sociétés, on a quand même tendance un petit peu à oublier parce qu'on est beaucoup là-haut, beaucoup dans le mental. Et donc aujourd'hui, j'ai la double casquette. C'est ça que j'appelle mes casquettes. Parfait. Et du coup, je t'ai laissé te présenter et j'ai vu que tu as évoqué le point somatique, forcément, qui est un point que je ne connais pas forcément. Et du coup, je te laisse présenter pendant 10-15 minutes. Et à toi. Merci, Julien. Alors, donc comme je disais, j'ai commencé par accompagner des personnes en coaching. Alors, dans le coaching, il y a plusieurs types de coaching. Le coaching, souvent, on en entend parler dans le milieu du sport, le coach sportif. On en entend parler dans le milieu professionnel aussi. Et quand on pense au coach, on pense finalement à celui qui doit nous amener vers un objectif. Je trouve que l'exemple du coach sportif, c'est peut-être celui qui est le plus commun, le plus parlant. C'est je suis à un point A, comment je vais à un point B sur le plan physique, nutritionnel, musculaire, peu importe. Le coach va être là pour définir un plan en fonction des besoins de la personne pour l'amener vers un point B. Finalement, le coach de vie, c'est un peu pareil dans l'idée, mais moi, j'aime pas parler d'objectifs, j'aime plutôt parler de perspective. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on a des objectifs. Quand des objectifs finalement de vie peuvent être très larges, ça peut être un chemin finalement, évoluer dans sa vie personnelle, ça peut être un chemin qu'on mène à vie. Donc je préfère cette idée de perspective que je trouve plus ouverte, plus large que de parler d'un objectif. Donc sur la partie coaching, finalement, pourquoi on peut avoir affaire à un coach? Donc moi, mes spécialités, ça va être vraiment la régulation émotionnelle, la régulation du stress. Parce qu'aujourd'hui, quand même, une des grandes batailles de notre société, c'est ce stress chronique. On entend beaucoup parler de burn-out, on entend parler de fatigue chronique. Tout ça, derrière, il y a du stress. Et finalement, qu'est-ce qui engendre, pour moi, selon moi, dans ma philosophie, qu'est-ce qui engendre encore plus de stress? C'est de ne pas savoir comment le stress fonctionne dans notre corps et comment le réguler. Et quand on se sent dépossédé, quand on se sent pas outillé face à une émotion qui nous envahit, on tombe un peu dans le cercle vicieux du burn-out, du stress chronique, de la fatigue chronique ou même plus dans d'autres types de pathologies. C'est pas le but aujourd'hui d'en parler. Bref, tout ça pour dire que
Donc, les personnes que j'ai commencé à accompagner, parce que petit à petit, je me suis aussi spécialisée, on en parlera après, les personnes que j'ai commencé à accompagner, c'était autour de la régulation émotionnelle dans dans plutôt le secteur de vie privé. Même si évidemment, la vie n'est pas constituée de cloisons. Donc tout ce qui nous impacte dans la vie pro impacte la vie privée et vice versa. Bon, là pour simplifier, on va dire que moi j'ai plutôt affaire à des particuliers qui souhaitent développer des outils, des compétences, se réapproprier leur système émotionnel pour mieux vivre des situations. Parce que face à des émotions désagréables, parfois c'est un petit peu la cata en termes de gestion. Donc j'ai accompagné principalement des femmes entre jeunes adultes et jusqu'à la cinquantaine. Pendant quelques temps aussi, j'ai accompagné des personnes autour de la régulation émotionnelle dans le couple. Parce que là, c'est encore un petit peu plus particulier parce qu'il y a aussi, on prend en compte une tierce personne qui est l'homme. Et bon, du coup, ça rajoute, c'est comment en fait comment combiner ce système qu'est le couple. Donc ça, c'est vraiment pour la partie coaching de vie. Comme je disais, donc petit à petit, j'ai voulu aussi rajouter. J'ai vite compris que les émotions, une émotion de toute façon, ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps. Selon moi, et il y a on va dire qu'il y a plusieurs courants. Le type de pensée qu'on va avoir, notre manière de fonctionner dans ce monde dépend de l'état de notre corps. C'est-à-dire que plus mon corps se sent en sécurité, plus mes pensées vont être agréables, on peut parler de positives, etc., plus je vais ressentir des émotions dans cette lignée. Des émotions de joie, des émotions de joie et tout ce que ça inclut, les émotions de joie. À l'inverse, plus mon corps se sent en insécurité, plus je vais avoir des pensées de manque de confiance en moi, de manque d'estime, des pensées de peur, des pensées du type je ne vais pas y arriver, je ne sais pas où aller, etc. Et de ces pensées vont découler d'autres émotions désagréables. Ça, c'est ma vision du monde. Et je me suis dit, en fait, tout partait du corps. Et c'est là que j'ai rajouté, donc j'ai complété en fait ma formation de coach par des formations de thérapie. Bon, j'ai des thérapies, toutes sortes de thérapies, des TCC, thérapie cognitivo-comportementale, etc. Mais surtout des thérapies qui vont, donc somatiques, dans lesquelles on va utiliser le corps pour réguler le reste. Et pas forcément le mental, pas forcément l'analyse, pas forcément la parole. Mais on va revenir dans la sensation. C'est dans cette situation-là, comment je me sens, qu'est-ce que ça fait dans mon corps et comment je veux me sentir à la place. J'espère que c'est clair. Donc, revenir dans la sensation. Parce que parfois, on est limité, dans nos mots, on est limité dans nos pensées, on est limité dans notre capacité d'analyse d'une situation. Plus on parle, plus on s'embrouille. Par contre, le corps, selon moi, ne ment jamais. C'est un peu comme cette petite voix qui nous dit « Ah, mais je savais que c'était pas fait pour moi ». On a tous vécu ce truc de se dire « Pourquoi je me suis engouffrée là-dedans alors que je savais très bien que ça allait foirer, je savais très bien qu'avec ce collaborateur, ça n'allait pas fonctionner, je savais très bien que cette situation, depuis le début, je le sens pas. » Le corps, pour moi, il a toujours la bonne réponse. Et c'est cette connexion-là qu'on va chercher à reprendre en thérapie. C'est quand je suis face à cette situation, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et du coup, plus on apprend à se reconnecter à ses ressentis corporels, plus on apprend à décoder ce qui se passe et du coup, ce qui découle comme comportement. Parce que le problème aussi, c'est que parfois, on se comporte de telle ou telle manière, mais on ne sait même pas nous-mêmes pourquoi. On se dit, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi de telle manière? C'était excessif. Ou à l'inverse, pourquoi je n'ai pas réagi de telle manière? Alors qu'il fallait qu'à ce moment-là, je réagisse. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est plus on apprend du coup à se reconnecter à nos sensations,
à se libérer du mental. Parce que des fois, le mental, il fait des espèces d'analyses qui nous desservent, ou au contraire, il nous bloque au lieu de réagir. Plus on se reconnecte à notre corps et à nos sensations, plus on sait, j'ai envie de dire, quelle est la bonne décision à prendre, quel est le bon comportement à adopter. Donc, et en fait, aujourd'hui, mon accompagnement, c'est finalement une espèce de combinaison de techniques de coaching et de techniques de thérapie. Parce qu'en fonction de où en est la personne dans son accompagnement, il y a des moments où je ressens qu'elle a peut-être plus besoin de thérapie et d'autres moments où elle a plus besoin de coaching. La casquette que je n'ai pas encore évoquée jusque-là, alors c'est pas une casquette, c'est plutôt un profil qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, c'est les femmes en postpartum. Alors, au début, c'était pas volontaire. Au début, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des femmes qui sont devenues mes clientes, qui sont venues me voir pour telle ou telle problématique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient en pleine période de postpartum. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que je pense que toutes les femmes peuvent attester de ça. C'est certainement un des plus grands chamboulements de vie, d'avoir non seulement de concevoir un enfant, porter un enfant, accoucher et vivre une phase de postpartum. Donc, c'est un peu comme si c'était une période où toutes les cartes sont rebattues, où il y a plein de femmes qui sont venues, avec qui, soit des femmes de mon entourage, soit des clientes qui m'ont dit, mais j'avais travaillé sur moi, j'avais suivi des psychothérapies, des thérapies, des psys, enfin, peu importe. Et bam, je me retrouve dans cette période-là et je me suis repris une espèce d'énorme vague avec des chamboulements émotionnels terribles. On le voit, c'est souvent des périodes de séparation, avec des pics à 3 et 6 ans une fois que l'enfant est arrivé. C'est une période où dans son corps, c'est un corps qui a changé. Il y a 9 mois, j'avais tel corps et 9 mois plus tard, j'ai un autre corps et je suis pas forcément à l'aise avec ce nouveau corps. J'ai toute la partie aussi gestion de la fatigue. Alors, évidemment, ça concerne aussi le conjoint, le partenaire ou la partenaire. Mais disons que ça fait une espèce de raz-de-marée de changements qui peuvent être particulièrement bouleversants pour la femme. Et donc, forcément, moi, c'est une période qui m'a fascinée, en fait. Je me suis dit, waouh, mais comme je disais, on rebat toutes les cartes dans cette période-là. Comment on peut soutenir des femmes qui vivent des postpartum violents? Et alors, parfois, au début, c'est pas violent, puis ça devient violent après. Enfin, là, tout est... Quand on parle de postpartum, moi, j'aime pas du tout donner de date parce qu'en fait, le postpartum... alors, évidemment, sur le plan physiologique, c'est après l'accouchement, mais en termes émotionnels, toutes les vagues, elles arrivent toutes les vagues émotionnelles sont plus ou moins intenses, pas forcément au même moment. Enfin, bon, bref, c'est très difficile de donner vraiment un cadre strict à ce niveau-là. Et donc, j'ai eu envie, en fait, de regrouper des femmes qui vivaient des périodes de postpartum difficiles pour qu'elles se sentent soutenues, pour qu'elles se sentent entre elles aussi. Parce que c'est une chose de suivre une thérapie avec un thérapeute, mais il faut pas oublier que quand il y a un client face à nous, face à moi en tant que coach, c'est pas du tout pareil que quand il y a X clients qui vivent ensemble un problème. Le groupe de parole n'a pas le même impact qu'un accompagnement individuel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de parler à son psy, à son thérapeute, à son coach. Il y a des moments où on a juste envie de parler avec des gens qui vivent les mêmes problèmes que nous. Et d'où le fait que petit à petit, je me suis réorientée vers le groupe. J'ai commencé par de l'accompagnement individuel et petit à petit, j'ai voulu réunir des femmes autour de différentes thématiques. Donc, soit via un système d'atelier, soit via des systèmes de live hebdomadaires, mais plusieurs femmes autour du groupe. Et moi, mon rôle, j'ai envie de dire, est de moins en moins de coacher, mais plutôt de cadrer un groupe, poser des questions. Ça reste du coaching, mais où finalement, j'ai un rôle un peu plus de recul qu'en accompagnement individuel.
Donc, c'est une approche assez différente que j'ai commencé cette année. Voilà. Et sinon, dernier sujet abordé, un autre format que j'aime beaucoup aussi pour réunir les femmes, c'est les retraites. Donc, cette année, j'en ai organisé 2. Qui dit retraite, dit retrait de la maison, retrait du conjoint, retrait de tout, pour se retrouver sur 3 jours entre femmes. Et à chaque fois, pendant les retraites, je choisis différentes problématiques, différents thèmes à aborder et à guérir finalement ensemble en tant que femme. Nous allons passer à la première partie des questions sur son activité. Ok, je vois que c'est très varié quand même comme activité. Et du coup, pourquoi tu as choisi la spécialité des femmes postpartum? Alors, pour 2 raisons. Donc, pourquoi les femmes en postpartum? Alors, la première, c'est parce que la première raison c'est que je suis assez fascinée par cette phase-là de vie. J'ai toujours aimé bouquiner des bouquins ou écouter les histoires, les récits de femmes autour de moi qui ont vécu cette période. En plus, je trouve aujourd'hui, ce qui est assez fascinant, c'est que la période se libère. Donc, quand j'en parle avec des femmes qui ont l'âge plutôt de ma mère, 60, 70 ans, etc., je trouve que le sujet du postpartum est un peu plus pudique. Aujourd'hui, la parole se libère autour des difficultés qu'on peut rencontrer. Les femmes osent dire ce qu'elles ont véritablement vécu. Et quand je dis ça, ça ne veut pas forcément dire que ça a été la catastrophe, pas du tout. Mais ça peut l'être. Alors que quand je discute avec des femmes plus âgées, ce n'était pas un sujet. Alors, est-ce qu'elles étaient coupées de leurs émotions, est-ce que ou pas forcément. Enfin, je saurais pas dire exactement pourquoi, mais je trouve qu'en tout cas, voilà, il y a comme une certaine pudeur quand elle parle de cette période-là. Moi, j'ai 32 ans. On en parle très ouvertement avec mes copines, avec mes clientes, etc. Et c'est vraiment devenu une période, en tout cas, de gros bouleversements, agréables ou désagréables, évidemment. Et donc, je suis fascinée par... Moi, j'aime quand il y a du changement, j'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est le bordel. Du coup, voilà, j'ai commencé à me former, à me renseigner, etc., spécifiquement autour de cette période-là. La deuxième raison, elle est aussi plus personnelle, elle est parce que j'attends une petite fille pour le mois de décembre. Donc, la prochaine étape, c'est que moi aussi, je vais la vivre, cette phase de postpartum. Donc, je me suis sentie d'autant plus concernée que quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, waouh, quand c'est nous aussi, c'est une chose d'accompagner des gens sur des périodes de vie comme le postpartum, c'en est une autre de la vivre. Et donc, pour moi aussi, à titre personnel, j'ai voulu m'auto-accompagner, si je puis dire, m'auto-préparer à cette phase, même si je pense que c'est une phase où on peut s'y préparer, mais dans une certaine mesure. Et voilà, donc aujourd'hui, j'en ai fait le cœur de mon accompagnement. Du coup, une question supplémentaire, je voulais savoir, est-ce que les femmes de plus de 60 ans sont plus pudiques sur ce point-là ou tous les points en général? Alors, c'est une très bonne question. J'ai mené plusieurs ateliers cette année autour de diverses problématiques, que ce soit la charge mentale, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et il y avait des femmes de tout âge dans mes ateliers, donc de la petite trentaine jusqu'à une qui avait 70 ans. Et je dirais que oui, sur beaucoup de sujets, je l'ai trouvé beaucoup plus pudique. Et pas uniquement sur, du coup, le côté postpartum. Je pense qu'on est vraiment dans une vague aujourd'hui de sociétale, de réflexion de soi, de prise de recul par rapport à comment on fonctionne, prise de recul par rapport à ce qu'on a hérité. On se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes, pour le meilleur comme pour le pire parfois. Et ça, c'est peut-être un changement générationnel, oui. Peut-être, en tout cas, moi, je l'ai vécu dans mes ateliers de cette manière-là.
D'accord, je comprends. Et du coup, comment s'est opérée la transition, de tes coachings one-to-one à des ateliers ou des retraites? Du coup, tu t'es dit ça, par rapport à tes retours clients ou par rapport à toi-même d'ailleurs peut-être? Euh, alors, différemment, pour les retraites, ce qui s'est passé, la première retraite de cette année, on va dire, parce que j'en ai fait une autre auparavant, ça a été un élan de groupe avec 2 autres coachs. Et on s'est dit, on va voir ce que ça donne de proposer une retraite de 3 jours aux femmes de notre entourage. Donc là, c'est plutôt parti d'un projet professionnel pour les retraites. Pour les ateliers, ça a été un petit peu différent parce que là, pour le coup, je les anime seule. La première, c'est que plus j'ai accompagné de personnes en individuel, plus j'ai réalisé qu'il y avait énormément de problématiques je voyais beaucoup de ressemblances entre mes clientes, de ressemblances, en tout cas de vécu commun, de difficultés communes, et je me suis dit waouh, mais je sais à quel point le groupe de parole, c'est quelque chose de très, très puissant parce que je fais partie d'une association dans laquelle on bénéficie, donc ça n'a rien à voir avec mon activité, mais dans lequel on bénéficie de groupes de parole, et je sais à quel point il peut y avoir de sacrés impacts thérapeutiques d'être en groupe sur des problématiques communes. Et c'est de là que m'est venue l'idée de proposer des ateliers aux femmes que j'accompagnais. OK, parfait. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote marquante ou un témoignage à partager de tes clientes ou? Oh, j'en ai plein. J'en ai, j'en ai plein, mais une anecdote marquante. Alors, je dirais pour moi, plus que pour ma cliente peut-être, mais c'est que au début, quand j'ai commencé à accompagner des personnes, il y avait énormément de situations qui me touchaient et je restais vraiment de marbre. J'essayais je me coupais moi-même de mes émotions pour ne pas envahir. Parfois, on se retrouve face à des clients qui nous racontent des choses extrêmement personnelles, qui se mettent à pleurer, etc. Et moi, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas parce qu'un coach pleure qu'il perd sa posture de coach. Bien au contraire, ça peut être aussi un moyen d'accompagner la personne, et que ça prouve qu'on est humain. Et la première fois que je me suis autorisée à verser une larme, évidemment, je me suis pas effondrée pendant une séance, mais c'est vrai que la première fois que je me suis autorisée à verser une larme, ça a été un espèce de moment très marquant pour moi, parce que la situation me touchait énormément. Je voyais la personne se libérer émotionnellement en pleurant, finalement, où ça y est, elle avait dit elle a dit des choses, elle a déposé des mots qu'elle n'avait jamais déposés de toute sa vie. Et j'ai senti ça. J'ai vraiment senti je dépose un poids que je porte depuis trop longtemps. Et ça m'a fait verser une larme. Et pour moi, ça a été un moment très, très marquant parce que non seulement j'étais extrêmement touchée parce que la personne me partageait, mais aussi ça a marqué moi aussi, j'ai déposé un peu un poids de changement je m'autorise moi aussi à t'accompagner dans ces pleurs. Encore une fois, c'était pas des sanglots, mais juste une larme. Et c'était un très beau moment. Pour moi, c'était un très, très beau moment. Une très belle séance dont je me rappellerai toute ma vie, je pense. Ouais, très bien. Bah, je pense en effet que si tu pleures, une petite larme comme tu as dit tout à l'heure, ça montre aussi à la personne que tu as en face que tu es quelqu'un d'humain et que tu es pas forcément un praticien rigide et froid, quoi. Mais ouais, oui, complètement. La deuxième partie des questions sont sur les solutions locales et l'impact qu'elle a sur l'activité de l'invité. Et du coup, on va passer à une autre partie qui s'appelle plutôt sur les questions sur les solutions locales. Voir comment tu les utilises, que Google My Business ou d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que Google My Business dans la vie. Et du coup, je sais que tu utilises Google My Business et je voulais savoir comment tu les utilises, si ça t'apporte aussi des clients et si c'est pour toi important. J'utilise au minima Google My Business. Ça veut dire quoi le minima? Ça veut dire que j'ai une fiche d'établissement aujourd'hui, que quand j'y pense, mauvais élève, je demande des avis de mes clients et c'est tout. Donc, je sais qu'on peut exploiter beaucoup plus Google My Business et que ça peut particulièrement, je pense, bien fonctionner. Après,
Alors, ce que j'ai pas précisé depuis le début, c'est que moi, j'accompagne en cabinet, mais aussi en distanciel. Donc, c'est vrai que le local, ouais, pour moi, les frontières, elles sont un peu plus larges que le sud-ouest toulousain, quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, tu peux utiliser d'autres solutions. Il y a aussi d'autres solutions que tu peux utiliser, peut-être que spécifiquement dans ton métier, peut-être qu'il y a des solutions. Je sais qu'il y a des Résalib ou des machins, des trucs comme ça, dans certains métiers, mais t'en utilises d'autres? J'ai utilisé Resalib pendant quelques temps. Alors une solution basique que j'utilise, c'est Calendly pour une prise de rendez-vous, pour le coup plutôt en visio. Et après c'est tout. Ok, bah c'est déjà pas mal. Et du coup, tu sais si tu as eu des clients par Google My Business ou tu sais pas du tout? Par Google My Business, non, non. J'en ai pas eu. J'en ai eu via Insta. Au bout d'un an depuis, alors je sais pas si ça compte dans les outils, mais au bout d'un an de publication, etc., j'ai eu ma première cliente via Instagram, donc plutôt un réseau social, mais pas via Google. Petite astuce du moment, en fait, pour regarder si tu as eu des appels via Google My Business ou des messages ou d'autres, il y a les statistiques. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aussi à demander. Par exemple, si je fais une recherche à côté de moi pour une pizzeria, je vais lui dire oui, bonjour monsieur, je te téléphone depuis Google My Business. Oui, Moi, j'en et ai- j'ai pas le réflexe de demander en plus. Du coup, est-ce que tu auras un conseil, quelqu'un qui fait le même métier que toi ou même un autre entrepreneur qui est dans un autre domaine par rapport à Google My Business ou d'autres trucs à faire absolument quand on se lance? Alors, un conseil que j'ai à leur donner, mais aussi que j'ai à me donner, je pense que Google My Business est un outil très puissant pour le coup. Je connais une coach qui l'utilise beaucoup sur Toulouse. D'ailleurs, elle fait même ses pubs. Il y a un système de publicité comme sur Facebook ou sur Instagram. Euh, Elle fait ses pubs, elle, plus que sur Google My Business. Elle fait que des pubs Google finalement. Elle n'a plus d'argent sur Facebook. Et pour le coup, elle, ça l'a ramené pas mal de clients et de visibilité, et du coup de visibilité locale. Parce que par contre, elle me disait que ça lui rapportait voilà que des gens du centre-ville de Toulouse. Bon, ce qui est un peu aussi l'objectif, hein. Et donc, je pense sincèrement que c'est un outil qu'aujourd'hui, je n'exploite pas à sa juste mesure et que je pourrais en faire quelque chose de bien plus puissant. Ah, tout à fait, parce que surtout qu'il y a plus de 140 optimisations possibles sur Google My Business. Ça va du Oui, site. Ça va il y a plein d'astuces, que ce soit dans les photos, les avis, répondre aux avis. D'ailleurs, j'espère que tu réponds aux avis. je réponds aux avis. C'est bien déjà, c'est bien, c'est bien. Et après, même le site web, en fait, il y a plein d'optimisations possibles à faire que les gens ne pensent pas forcément. Et après, ce sera l'occasion d'en parler plus tard. Et du coup, après, toi, tu fais ta promotion, si j'ai compris, plus sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Alors, j'ai pas TikTok. Moi, mon principal canal de communication, c'est vraiment Instagram et après, je diffuse sur Facebook. Mais oui, c'est Instagram. Bon, et après, au début de mon activité, j'avais aussi lancé on va dire, les techniques plus archaïques de flyers, cartes de visite. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de toute façon, on utilise autant les méthodes organiques que tout autre type de méthode. Ouais, j'ai aussi mes flyers qui traînent dans les boutiques du coin. Ouais, mais des flyers, en fait, ça peut être utile. Par exemple, les cartes de visite, c'est pareil. Je sais pas si tu fais des salons. Tu as des salons, tu fais des salons, pas du tout. J'en ai jamais fait encore. J'en ai jamais fait encore. Ce serait peut-être une solution pour toi. Je sais pas si vers Toulouse, il y en a, mais Ah oui, là, oui, il y en a. là, tu peux y aller avec tes flyers et tes belles cartes de visite et ton beau stand. Je sais pas quoi, c'est peut-être cher, mais c'est rentable aussi. Ah oui, oui, oui. Et pareil, pour la visibilité locale, je pense que ça cartonne, c'est ça, ce type de salon. La dernière partie, la conclusion. On va passer à quelques questions de la conclusion, parce qu'il y en a plusieurs questions quand même. Et du coup, quelle action tu recommanderais à l'audience, c'est-à-dire un truc par rapport à ton métier, un truc que tu en conseillerais? Faites-vous accompagner. Peu importe le problème que vous rencontrez, que ce soit sur le lancement de l'activité, Google My Business, vous faire coacher pour des problématiques perso. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire des choses moi-même et franchement, euh, si demain, il faut se former pendant, j'en sais rien, une journée sur Google My Business, eh ben, je le ferai sans hésiter, en fait.
Parce que je trouve que bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. Aujourd'hui, il y a des milliards de tutos, de chat GPT, je sais pas quoi, on peut tout utiliser par soi-même. Mais pour moi, c'est quand même une sacrée perte de temps. Autant se faire former directement par les gens qui savent et devenir autonome le plus rapidement possible. Et du coup, la question un peu plus basique, où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter Alors moi, mon entreprise, elle s'appelle Outre-soi. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma fiche d'établissement Google, Outre-soi Caroline Henry, sur Instagram, et sur Facebook. Oui, d'ailleurs, je mettrai les liens en description. Merci. Ouais, c'est quand même bien pratique. Et sinon, est-ce que tu verrais quelqu'un en interview, quelqu'un que tu connais ou que tu as envie d'entendre ici même, un entrepreneur local qui utilise des solutions locales, que ce soit un entrepreneur, un coach ou... Ouais, j'ai une copine qui est éthiopathe qui, elle, utilise beaucoup aussi Google My Business, qui est bien plus à l'aise que moi sur l'outil, qui, elle aussi, fait des pubs, d'ailleurs, qui en est contente, et pas que contente, d'ailleurs, qui a plus de recul que moi, que je pourrais recommander sur le podcast. Moi, n'hésite pas à la nommer, t'inquiète pas, on n'est pas méchant. Je dis son nom, Maëlys Bravo. Ah, ok, bah c'est bien. Voilà, c'est dit. Et si tu avais un mot de la fin à dire, quelque chose, ce que tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Que finalement, moi, le piège dans lequel j'ai été prise quand je me suis lancée à mon compte, c'est que je m'étais énormément formée en coaching, en thérapie. J'étais très à l'aise dans le nouveau métier que j'exerçais. J'exerce toujours d'ailleurs. Par contre, j'étais pas forcément à l'aise avec l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment une partie que j'ai négligée quand je me suis lancée. Parce que se lancer à son compte, ça veut dire aussi prendre une casquette de gestionnaire d'entreprise, savoir gérer sa communication, sa compta, tout ce que ça implique, des outils comme Google My Business. Et là, je me suis pris un petit peu une claque au début parce que moi, j'étais prête à coacher, j'étais prête à être thérapeute, mais j'étais pas forcément prête à lancer une entreprise. Et avec du recul, je me dis, bon, évidemment, j'ai appris à faire beaucoup de choses sur le tas, hein, comme beaucoup de personnes, mais à refaire, quand j'étais dans ma période de formation, je pense que j'aurais ajouté quelques formations de type développement d'activité, et ce que je recommanderais à tout le monde de faire pour justement éviter de perdre du temps à faire des choses qui ne servent à rien en termes de communication, de marketing, de business dev global, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, quand tu te lances, tu peux pas aller rejeter la pierre sur quelqu'un quand ça marche pas. Tu peux pas dire, ouais, c'est mon supérieur, etc. Toi, c'est compliqué de dire ça, quoi. Ah ben non, t'es tout seul et à toi de te démerder, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue qu'au début, j'avais lu un livre d'Alexis Minchala, en fait, qui s'appelle Freelance, l'aventure de Rosette héros. Et franchement, tu vois, je le recommande énormément parce que c'est vraiment une bible du freelance. Il te dit quoi faire et aussi les conneries à éviter. Donc, n'ayons pas peur des mots, ça évite aussi de faire des bêtises, genre mettre un prix trop bas, ou enfin plein d'autres choses intéressantes. Ah, ouais. Ben, tu vois, je l'ai pas lu et des conneries, j'en ai fait. Ah, mais qui n'a pas fait d'erreurs ou de bêtises? Parce qu'en tant qu'indépendant, on se lance et on n'est pas forcément toujours prêt. Mais les erreurs, ça fait partie des bases, ça nous aide à nous construire. Et comme disent certaines, il faut oser l'action. Donc voilà, il faut oser. Puis encore merci pour cette interview, Caroline. Et à très bientôt. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.